Viens là, viens à côté de Randy. Ouais, bon. Là, merci. La Hagerineres, même que Melay Sorvan, dus die gehoven video's gezien. We gaan trainen voor diagnostic, logic. Nach ich weiß nicht, même que mehr nach dik neruni shadagi amar, we gaan trainen voor meg vargan botigainen. Alors, vous voulez que je parle en français ou en arménien? En français? En français, alors. Une minute de silence en mémoire donc, de nos ancêtres. Voilà. Merci beaucoup. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une journée un petit peu particulière que je vais vous présenter. Je vais présenter plusieurs choses. Alors, vous m'excusez si de temps en temps je parle en arménien. Ça peut arriver que je dérape, mais bon, c'est pour la bonne cause, hein, de toute façon. Alors, fais attention. Tout d'abord, c'est comme par tradition, mais ce n'est pas seulement une tradition. C'est vrai que comme on aborde, on va dire, une nouvelle année 2026, ce n'est pas tout à fait la nouvelle année arménienne, puisque nous, on a plus de 13 000 ans d'existence au niveau de notre calendrier. Mais c'est vrai qu'on aborde une nouvelle année 2026, et c'est vrai que traditionnellement, et dans ce cadre-là, on présente nos vœux. Mais chose n'est pas coutume, je voudrais déjà, moi, présenter mes remerciements. Je voudrais présenter mes remerciements au Delaïd qui se trouve ici, présent. Je voulais vous remercier de nous accueillir véritablement à chaque fois qu'on vous demande de pouvoir être avec vous, parmi vous, et être actif aussi, puisqu'on présente aujourd'hui donc des choses très particulières, et vous acceptez, et on voulait vous remercier déjà. Vous êtes bienvenus, vous êtes chez nous, c'est dans Mechek, Paris. Je voulais aussi, bien entendu, remercier Madame Lydia Margossian, Madame la Présidente, qui est aujourd'hui aussi membre de notre gouvernement et qui a bien voulu donc être avec nous aujourd'hui. Madame Lydia Margossian donc travaille, met de son temps et de son énergie pour l'Arménie occidentale depuis plus de 10 ans, et surtout dans le domaine, on va dire, plutôt diplomatique ou affaires étrangères. Et donc, je suis très, très heureux qu'elle soit aussi parmi nous. Mais particulièrement, je voulais aussi remercier Mardiros Chakoyan qui se trouve ici, qui lui-même fait tout
met du sien, fait tous les efforts qu'il faut pour qu'on puisse à chaque fois être ensemble, être réunis et puis pouvoir consacrer un petit peu de temps à l'Arménie occidentale. Merci, Margot. On peut l'applaudir. N'hésitez pas, on est en famille, ne vous inquiétez pas. Hein. Je voudrais aussi, alors, il faut que vous compreniez, on a aussi des personnalités qui sont présentes comme députés de l'Arménie occidentale, parce que l'Arménie occidentale, j'y reviendrai tout à l'heure, nous avons un parlement, et ces personnalités, donc nos députés, ont bien voulu aussi venir. Margelos, par exemple, est député de l'Arménie occidentale, fait partie du Parlement. La question, vous savez, je vais vous dire, pendant la Première Guerre en Alsace, nos combattants n'étaient pas tous des soldats professionnels. C'était des bâtisseurs, c'était des maçons, c'était des agriculteurs, c'était des bergers. Donc, si vous voulez, nous avons, nous, les Arméniens, dans notre espace, en tout cas, des gens de différents métiers, et c'est pas toujours, on n'a pas non plus d'université particulière pour pouvoir former, nos députés, nos membres du gouvernement, et donc, Margelos en fait partie. Je voulais aussi remercier M. Simon Darognan, qui est là. Je vous demande de vous lever, s'il vous plaît, à chaque fois, parce que M. Darognan, lui aussi député de l'Arménie occidentale, un dur à cuire, qui ça fait des années, plus de 10 ans maintenant, mais bien avant, qui travaille au sein du gouvernement de l'Arménie occidentale, et il vient de Mouche. Enfin, on est tous issus d'Arménie occidentale, mais lui particulièrement directement de Mouche. Vous comprenez, c'est tellement important pour nous d'avoir des gens, des députés, des gens qui travaillent au sein de notre gouvernement, qui sont directement issus de l'Arménie occidentale aujourd'hui. Je voudrais... Pardon? Alors, voilà. Je voulais aussi donc, adresser mes remerciements. Alors, il faut savoir que l'Arménie occidentale, au niveau gouvernemental, là, c'est plus au niveau du Parlement, l'Arménie occidentale est représentée en France par différentes personnalités. Ça peut être des consuls, comme ça peut être aussi pourquoi pas, un ambassadeur. Et donc, en particulier, je voulais remercier notre consul, M. Garo Antosian, qui est bien entendu, qui a bien voulu se joindre à nous aujourd'hui, et c'est important. Et vous savez, il se passe des choses, parce que l'Arménie occidentale en France, bon, il faut quand même comprendre qu'au niveau historique, la France a aidé à la constitution de la future armée nationale de l'Arménie occidentale. C'était en 1916, en sauvant, vous voyez, je fais la conférence en même temps de faire mes remerciements, en sauvant donc les Arméniens du Moussada. La France, 4000 Arméniens du Moussada ont été donc déplacés en Égypte, et il faut comprendre que la France a aidé les jeunes rescapés, donc du génocide, à former une légion qui s'appelle la Légion d'Orient en 1916, le 15 novembre. Alors c'est important parce qu'on avait à cette époque l'appui d'un État qui est quand même fait partie des États les plus puissants au monde à l'époque et qui était membre du Conseil suprême des Alliés. Il faut aussi comprendre que le Conseil suprême des Alliés était basé sur Paris, en France. Et donc la France nous a aidés, elle nous a appuyés. Alors l'objectif de la Légion d'Orient, il y avait 3 objectifs. Créer, former la future armée nationale arménienne à l'époque. Donc, on parle de vos parents là, hein. Je parle de vos parents. Hein. Je ne parle pas de l'Arménie soviétique ou du côté russe. Je parle de notre côté à nous. Et le deuxième objectif, c'était de combattre uniquement contre l'Empire ottoman, en tout cas contre l'armée ottomane. Et le troisième objectif, c'était de libérer la Cilicie, l'objectif. En fait, qu'est-ce qu'ils ont choisi de faire entre-temps? Ils ont choisi d'envoyer cette Légion d'Orient libérer la Palestine, libérer le Liban, libérer la Syrie et enfin, in fine, de libérer la Cilicie.
Et lorsque la Cilicie, alors simplement, alors vous allez voir avec le lien avec Ramding, lorsqu'on parle de Cilicie, je montre simplement un diaporama, une carte, on parle ici d'un territoire qui se trouve au niveau, là où c'est marqué Adana, Iskenderun, etc. Alors, ça, c'est la Cilicie. Alors, ce qui est important, c'est que cette Légion d'Orient, une fois qu'elle a libéré la Cilicie, vos parents, la plupart d'entre vous, ont décidé de revenir vivre en Cilicie. Et en 1919, ils sont tous revenus. Donc, la Cilicie a repris sa beauté, a repris vie. C'était même au printemps, donc c'était un moment extraordinaire pour les Arméniens. Et qu'est-ce qui s'est passé? En même temps, le 1er février, donc on parle là du 1er février, par exemple 2026, la Légion d'Orient s'est transformée en une légion arménienne. Alors là, c'est magnifique, appuyé par la France, avec le drapeau de la Cilicie. Alors, le drapeau de la Cilicie, vous savez comment ça s'est passé? Je vais vous expliquer. En fait, les Arméniens de Moussada, pour appeler les bateaux français, ils avaient un drapeau à côté d'eux, c'était le drapeau de la Croix-Rouge. Alors, ils ont montré le drapeau de la Croix-Rouge, les bateaux se sont rapprochés, ont sauvé donc les Arméniens de Moussada. C'est ce drapeau de la Croix-Rouge, accompagné de 4 petites croix sur les côtés, qui est devenu le drapeau de la Cilicie. Chaque petite, alors, la grande croix, c'était pour les Arméniens, les petites croix, c'était pour les autres populations, les Assyro-Chaldéens, les populations chrétiennes, la plupart, qui venaient donc s'ajouter sur ce drapeau. En 2004 seulement, en 2004 seulement, il n'y a pas si longtemps que ça, ce drapeau de la Cilicie a été récupéré par la Géorgie et est devenu le drapeau de la Géorgie. Votre drapeau, alors ça c'est un moment important de notre petite conversation, votre drapeau a été récupéré par la Géorgie pour la bonne et simple raison que les Arméniens, mais aussi, enfin c'est pas une raison, hein, parce que ne défendent plus ce drapeau. Mais c'est quand même votre drapeau. Aujourd'hui, le drapeau de l'État géorgien, c'est votre drapeau, c'est le drapeau de la City, c'est un drapeau arménien. Sur ces bases-là, sur ces explications que je viens de vous donner. Et donc pour continuer, les Arméniens donc, sont venus s'installer comme il fallait en Cilicie. Mais il faut savoir qu'entre-temps, le Conseil national de Tiflis, dans le cadre de la Première Guerre mondiale, la guerre n'était pas terminée encore, a été négocié avec l'armée ottomane. Ça s'appelle le traité de Batum, le 4 juin 1918. Et donc les Français voient qu'une partie des Arméniens, alors qu'eux combattent l'armée ottomane, vont négocier avec l'armée ottomane. Alors les Français, ils ont dit, bah, nous aussi on peut négocier avec Mustafa Kemal. Et eux ont été négociés avec Mustafa Kemal. Ça veut dire que le 20 octobre 1921, ils ont signé un accord qui s'appelle l'accord. Alors, juridiquement parlant, c'est un acte politique, ce n'est pas un acte juridique. J'y reviendrai sur ces points juridiques. Ils ont signé l'accord qui est l'accord d'Angora, qui transmet la Cilicie à la Turquie d'aujourd'hui. Vous comprenez, il y a quand même des problématiques qu'il faudra qu'on partage ensemble. Dans ce sens-là, il faut bien comprendre que les Arméniens ont été obligés soit de fuir la Cilicie, c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup d'Arméniens de Cilicie, même en France, soit ils se sont fait massacrer par l'armée ottomane, en vengeance de tout ce qui s'est passé. Donc la France a une part de responsabilité, malheureusement, dans le cadre du génocide des Arméniens. J'ai, à ce titre-là, le 20 octobre 2025, envoyé tout un dossier au président Macron, lui expliquant, en fait, la responsabilité de la France par rapport à cette situation. Et alors, aujourd'hui, c'est une journée particulière.
Pourquoi? Parce que c'est le 106e anniversaire de l'indépendance de l'Arménie occidentale. C'est-à-dire qu'une fois que on a quitté la Cilicie, il faut comprendre qu'on avait donc un responsable, un président de la délégation arménienne qui s'appelait Boros Nubar. Et Boros Nubar a été négocié avec la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis et d'autres pays, l'indépendance de cette Arménie dont on vient, nous, qui est l'Arménie qui a subi le génocide des Arméniens. C'est Boros Nubar qui a été négocié. Boros Nubar avait, pour cette négociation, l'autorisation du catholicos des Arméniens, Kievolk V, et c'est Kievolk, le catholicos Kievolk V, qui a autorisé Boros Nubar à représenter les Arméniens d'Arménie occidentale devant toutes les instances diplomatiques. C'est un moment important aussi, ça. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Boros Nubar a formé un gouvernement, le gouvernement de l'Arménie intégrale, le 15 mai 1919, le gouvernement de l'Arménie intégrale, votre gouvernement, et ce gouvernement avait pour objectif de participer à la conférence de la paix. Ils ont donc participé à la conférence de la paix, et ensuite, le 19 janvier 1920, le gouvernement de Boros Nubar a été reconnu par les instances internationales, c'est-à-dire le Conseil suprême des Alliés. Alors, il a été reconnu comme gouvernement de l'Arménie intégrale. Et deuxième point, sans définir définitivement ses frontières. C'est-à-dire que la carte que vous voyez ici, toute cette partie de la Cilicie jusqu'en Artsakh faisait partie de l'État arménien intégral de l'époque en 1919 et en 1920. C'est ensuite seulement qu'il y a eu une décomposition de nos territoires. J'y reviendrai tout à l'heure. Et donc, le 19 janvier 1920, on a été reconnu indépendant de facto. Il y a deux types d'indépendance. Il y a l'indépendance, il y a trois niveaux. Il y a l'indépendance de facto, l'indépendance de jure, et ensuite la définition des frontières. Trois États. Nous avons, notre État, que nous représentons aujourd'hui, a été reconnu de facto le 19 janvier 1920. Et donc, nous célébrons aujourd'hui son 106e anniversaire ensemble, effectivement. Nous sommes aussi en liaison avec les différents réseaux sociaux pour que tout le monde voit votre participation. Mais là, il faut aussi comprendre quelque chose. Il faut comprendre que notre ami Hrant Dink a été tué le 19 janvier. Et donc, permettez-moi de revenir un petit peu, de vous présenter qui était Hrant Dink et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il subisse le sort qu'il a subi. Alors, Hrant Dink, vous voyez sa photo ici, il s'appelait Ferhat Hrant Dink. Souvent, les Arméniens qui vivent en Turquie ont aussi des prénoms qui ne sont pas systématiquement des prénoms arméniens. Ça ne veut pas dire que ce sont des prénoms turcs, ça peut être d'autres prénoms. Et il est né le 15 septembre 1954 à Malatya, en Arménie occidentale occupée. Alors, justement, Malatya se trouve en Cilicie, ici, juste à la limite, ici, entre la Cilicie et le Dersim. Le Dersim, c'est la région de Kharkiv, particulièrement. Donc, Malatya, l'ancien nom de Malatya, c'est Meliten. C'est une ancienne ville arménienne, très très ancienne, et bien entendu, beaucoup d'Arméniens qui ont subi le génocide sont partis de Malatya, de Meliten, mais aussi des Arméniens qu'on dit aujourd'hui crypto-arméniens, on est tous plus ou moins crypto, je ne vous dis pas clair. Mais les crypto-arméniens ou on dit les Arméniens islamisés,
vivent encore à Malatya, même aujourd'hui, de très grandes familles. Il faut comprendre une petite chose quand on parle des Arméniens d'Arménie occidentale, c'est important. On parle en fait de grandes familles. Une famille arménienne en Arménie occidentale, ce n'est pas 10 personnes, 4 personnes, 5 personnes. Ce sont des fois des centaines de personnes. Même si nous avons vécu un génocide, et nous avons vécu un génocide, et sur le plan juridique, il n'y a pas à revenir dessus, il faut bien comprendre que les familles arméniennes se sont, on ne va pas dire reconstituées, mais elles ont fait beaucoup d'enfants durant ces 100 dernières années. Nous avons aujourd'hui en Arménie occidentale une population arménienne d'un nombre qui peut frôler les 5 ou les 6 millions d'individus, voire plus. Voire plus. Donc, si vous imaginez l'importance de notre travail, de pouvoir, si vous voulez, réunir toute cette famille, toutes ces familles, c'est le travail du gouvernement de l'Arménie occidentale qu'on représente aujourd'hui. Et à ce titre, par exemple, je voudrais rendre hommage à nos porte-drapeaux ici présents, particulièrement M. Alain Palongian. Je vais vous demander de vous lever. Voilà. Et je vais demander aussi à notre futur porte-drapeau de se lever, s'il te plaît. Voilà, je te remercie. Je vous demande de l'applaudir. Alors pourquoi? Parce que vous imaginez que nos porte-drapeaux vont participent déjà, et vont participer à toutes les cérémonies patriotiques de la région, entre Lyon, sur toute la France, Paris, Lyon, Marseille, toute la région Côte d'Azur. Nous participons avec le drapeau de l'Arménie occidentale que vous voyez ici à toutes les cérémonies patriotiques. Nous sommes invités par les responsables, par les mairies, par aussi des associations de porte-drapeaux pour pouvoir justement présenter l'Arménie occidentale. En fait, de présenter et de représenter la Légion d'Orient, la Légion arménienne et toutes les armées d'Arménie occidentale qui se sont levées pour pouvoir défendre nos territoires. En particulier, même, on a des anciens combattants d'Artsakh au sein de nos organisations patriotiques qui portent le drapeau de l'Arménie occidentale, mais pour avoir participé à la libération de l'Artsakh durant la Première Guerre, c'est-à-dire dans les années 90-94. Donc, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, nous arrivons, si vous voulez, à faire passer un message qui est compris par notre population, de plus en plus compris. Et là, j'ai le plaisir, et je tenais à les remercier, d'avoir des jeunes qui nous ont rejoints, des jeunes qui sont Haïlenasej, qui sont Haïskasej, et qui nous ont rejoints, qui rejoignent les rangs de l'Arménie occidentale. Et c'est le plus important pour nous, et vous le savez bien, c'est le plus important pour nous d'avoir des jeunes avec nous. Parce que si on n'arrive pas à transmettre le message à notre jeunesse, notre travail ne sert plus à rien. Vous êtes tous au courant de ça. Donc, c'est ça qui est important. La flamme de l'Arménie occidentale aujourd'hui, elle est transmise à nos jeunes populations. Donc, à ce titre, et pour revenir à Hrant Dink, je voudrais vous expliquer un petit peu son parcours. Le 26 septembre 2006, M. Hrant Dink avait été inculpé pour dénigrement de l'identité turque après avoir qualifié de génocide le massacre des Arméniens en 1915. Il faut bien comprendre aussi une chose, c'est qu'en vérité, le génocide des Arméniens, il n'a pas eu lieu en 1915. On vous a raconté des histoires. Le génocide des Arméniens a eu lieu de 1894 à 1923. Presque durant 30 ans, ils ont massacré sans cesse les populations civiles arméniennes. La problématique, et je tiens à vous faire passer un message. Vous savez, pour nous, qu'un Arménien soit un intellectuel, par exemple de Constantinople, de Bolis, ou qu'un Arménien soit un paysan de Mouche, pour nous, c'est la même chose. Pour nous, les Arméniens, on ne va pas dire le génocide a commencé en 1915 parce que les Turcs ont commencé à couper les têtes
des intellectuels arméniens. On ne peut pas, nous, entre Arméniens, parler comme ça. Nous, on va dire, à chaque fois que les Turcs, organisés de façon étatique, ont envoyé leurs forces militaires pour massacrer nos populations civiles, c'est là que le génocide a commencé. C'est pour ça, peut-être que mon discours il est mal compris, mais il faut bien comprendre aussi une chose, c'est pas parce qu'on a tué des intellectuels en 1915, le 24 avril, que le génocide a commencé le 24 avril. Une famille arménienne, que ce soit une famille de Constantinople ou que ce soit une famille de Mouche, de Van, d'Erzurum, ce sont des familles arméniennes qui ont été massacrées. Et il faut bien comprendre qu'un génocide, c'est un plan d'anéantissement d'une population. C'est-à-dire que l'État en question a réfléchi comment il allait exterminer la population autochtone. Vous, les Arméniens, vous êtes une population autochtone. Hrant-Dink, c'est un autochtone de Malatya. Je le dis haut et fort pour que tous vous puissiez, même à travers les réseaux sociaux, comprendre. Hrant-Dink, c'est un autochtone de Malatya. Il vient de là-bas, il vit là-bas. Ses racines sont de là-bas. Et sa famille, et du côté de sa famille, ils viennent de Varto. Varto, j'ai eu la chance d'aller plusieurs fois à Varto. Avant d'arriver à Mouche, on passe par Varto quand on vient de Khonous. Et j'ai vu les populations arméniennes de Varto. J'ai vu nos paysans de Varto. La question n'est pas si on détruit des intellectuels, le génocide commence le 24 avril. Ça, c'est une fable. La question, elle est, si l'État turc, les gouvernements successifs turcs ont pris la décision planifiée de détruire les populations arméniennes, c'est là que commence le génocide. Et on parle là des premiers massacres de Sassoun en 1894, perpétrés par les régiments hamidiés qui portaient le nom d'Abdolhamid II. Comprenez-moi, je vais vous présenter l'histoire des Arméniens d'une façon un tout petit peu différente de la façon que vous avez entendu à droite et à gauche. Et c'est là l'importance de l'intervention de Hrant-Dink. Parce que Hrant-Dink, même si c'est un autochtone de Malatya, il a essayé de composer avec l'État turc. Vous vous rendez compte? On ne lui a jamais demandé. Personne ne l'a, ici présent ou à droite ou à gauche, personne n'a dit Hrant-Dink, tu vas faire comme ça. C'est lui par lui-même qui, en découvrant la forte densité de population arménienne qui reste en Arménie occidentale, la très forte densité de population, il a décidé de composer avec l'État turc. Et qu'est-ce qu'il a obtenu en réponse? Hrant-Dink œuvrait à la réconciliation entre Turcs et Arméniens. Il faut bien comprendre que, il y a quand même des éléments que vous devez comprendre, c'est que les Turcs en Turquie sont minoritaires. Les plus grandes populations qui existent en Turquie, ce sont des populations arméniennes, kurdes, c'est-à-dire qui proviennent de Perse, d'Iran. Vous avez des populations qu'on dit alévi, que je dis alévi, parce qu'ils ont un lien dans leur croyance avec le soleil. Et la population de racines turques est minoritaire. Et aujourd'hui, vous avez, là, par exemple, hier soir, j'ai vu, vous avez des études ethnographiques et sur les ADN qui démontrent tout ce que je suis en train de vous expliquer. Pour nous, les Arméniens, c'est très, très important. Parce qu'en fait, on a une population qui nous attend. C'est une population qui, au fond de son cœur, veut reprendre son identité arménienne, mais elle est empêchée par le régime, évidemment. D'ailleurs, même en Arménie orientale, ce que la République de Yerevan, vous avez, quelles sont en fait principalement la culture qui vit dans la République de Yerevan actuellement? C'est une culture qui vient d'Arménie occidentale.
dans les danses, dans la musique, dans les chants, tout ce que l'Arménie occidentale avait de plus beau, Komidas, etc., on le retrouve aujourd'hui en Arménie orientale. Pas, ça ne veut pas dire pour ça qu'ils n'essayent pas, par d'autres cultures, d'essayer d'effacer un petit peu ou de gratter sur la culture arménienne, bien entendu. Mais quand on va, pourquoi on est content d'aller en Arménie? Pourquoi on est content d'aller à Yerevan? Parce que quelque part, on se retrouve chez nous. Chez nous, c'est où? C'est en Arménie occidentale. Mais c'est l'image de chez nous qu'on retrouve, qu'on recherche à Yerevan, tous ici autant qu'on est. On ne la trouve pas tout le temps. Parce qu'il y a des choses qui ne nous correspondent pas au niveau de notre, on va dire, de nos images, de notre imaginaire. De notre imaginaire. Donc c'est ça qui est important pour nous. Nous, on a un imaginaire arménien et on le recherche. Et des fois, on le trouve. On le trouve à Yerevan, on le trouve dans les campagnes arméniennes, on le retrouve dans les montagnes, on retrouve quand on regarde le mont Ararat, on retrouve sans aller à bouche, sans aller à droite, à gauche, mais en réalité, ça vaut la peine, je vous assure, de retourner en Arménie occidentale parce que vous apprendrez vous apprendrez qui êtes-vous, vous vraiment, chez vous. C'est-à-dire qu'en fait, la plupart des Arméniens, je ne parle pas ceux qui sont issus de là-bas, ils ne savent pas qui ils sont quand ils sont sur leur terre. Ils ne savent pas qui ils sont vraiment quand ils sont à Mouche, à Van, à Erzurum, à Bitlis, pardon, etc., ou à Adana ou à Malatya. Ils ne savent pas. Eh bien, je vous assure, quand vous êtes chez vous, vous êtes un peu différent. Vous avez une meilleure santé, déjà. Moi, je vous assure, un voyage en Arménie occidentale, si vous avez des problèmes de tension, etc., ça vous règle tout. Par exemple, ça vous retape. Vous buvez l'eau de source de votre pays, l'eau de source. Alors, l'eau, c'est quelque chose de particulier. Chez nous, en plus, hein, c'est vraiment un phénomène très particulier. Vous allez vous allez au Dersim, vous allez à la source de Manzour et vous allez boire le lait de la source d'Anaïde. C'est une source d'eau, on l'appelle comme ça sur place. Et ça va complètement vous transformer. Ça va vous redonner de l'énergie. Le lait d'Anaïde, c'est de l'eau, hein. Ça va vous transformer. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? On ne se connaît pas véritablement comme on est, parce on n'est jamais, pour la plupart d'entre nous. Moi, j'ai eu la chance d'y aller, et j'y étais souvent jusqu'au jour où j'étais interdit, mais on a la chance de pouvoir se retrouver quand on est chez nous. Faites un essai, faites un effort, au moins une fois dans votre vie, et vous verrez comment notre pays, votre pays, qu'est-ce qu'il peut vous apporter. Et vous avez tout votre système moléculaire qui se modifie et vous avez beaucoup d'énergie chez vous. Si vous avez des problèmes de santé, un voyage en Arménie occidentale peut vous aider. Je vous le dis sincèrement. Tension, difficulté, incompréhension de certaines choses, beaucoup de stress, des choses qu'on peut vivre, mais on ne connaît pas toujours les raisons pour lesquelles on supporte tout ça. Eh bien, des fois, un petit déplacement peut remodifier pour tout remettre à sa place. C'est de l'ADN. Donc, je m'étale beaucoup. Randing, le 19 janvier 2007, à l'âge de 52 ans, était abattu de 2 balles dans la tête devant l'hebdomadaire bilan turco-arménien Agos qu'il dirigeait. Randing œuvrait à la réconciliation entre Turcs et Arméniens, mais il était haï par les nationalistes turcs. Il était haï, pardon, par les nationalistes turcs pour avoir qualifié de génocide les massacres dont les Arméniens étaient victimes pendant la Première Guerre mondiale sous l'Empire ottoman. La Turquie refuse catégoriquement de reconnaître tout génocide.
évidemment, mais de toute façon, ce n'est pas notre souci principal. Notre souci principal, de toute façon, le monde a reconnu le génocide des Arméniens. Notre souci principal aujourd'hui, comme je vous l'ai dit par rapport à l'Arménie occidentale, c'est d'exister par rapport à nous-mêmes, d'être nous-mêmes le plus possible. Et donc, de mettre en place un système suite à toutes les reconnaissances que nous avons obtenues. Et je vais même vous donner une information. Je ne connais pas un pays au monde qui a obtenu plus de reconnaissance que l'État d'Arménie occidentale, qui n'a rien à voir avec la République des Yerevan aujourd'hui. Donc, on n'est plus, nous, dans le système, il faut nous reconnaître, s'il vous plaît, reconnaissez-vous. On est dans le système où on doit réaliser des choses ensemble. On doit construire des choses ensemble pour nos futures générations, pour nos jeunes, pour qu'on puisse exister encore en tant qu'Arméniens. Donc, la Turquie refuse catégoriquement. Un jeune nationaliste mineur, au moment des faits, Ogun Samast, a rapidement avoué le meurtre du journaliste et a été condamné en juillet 2011 à 23 ans de prison. Mais l'identité de ses commanditaires continue de faire l'objet d'une vive polémique. La justice turque, dans un premier temps, écarté la thèse d'un complot défendu par des partisans de Randin. Mais lors d'un autre procès, un des instigateurs présumés de l'assassinat, Erhan Tunçel, a révélé qu'il avait informé la police d'une machination contre le journaliste, mais que ses avertissements n'avaient pas été entendus. En 2013, la Cour de cassation a ordonné la réouverture du dossier et engagé des poursuites contre plusieurs policiers de haut rang pour avoir négligé les menaces qui pesaient sur le directeur d'Agos. Il faut bien comprendre que si les Arméniens, ou si même la population turque ou turco-arménienne de Turquie ne s'était pas mobilisée, ce meurtre n'aurait pas pris cette dimension. Et c'est là que c'est important. C'est là que, par exemple, vos efforts, où tous les ans, vous organisez la cérémonie en mémoire de nos victimes le 24 avril, tous ces efforts-là, vous vous rendez compte, depuis tant d'années, tous les ans, vous êtes là, vous organisez, vous participez à la mémoire de nos victimes, donc cette cérémonie. C'est là l'importance. On doit être présent, on doit être actif, on doit montrer, et à la France par exemple, si c'est pour la France, mais au monde entier, que les Arméniens d'Arménie occidentale particulièrement sont réunis. Ils savent se réunir, ils savent, le 24 avril par exemple, rendre un hommage à leurs victimes. Le 26 mars 2021, deux anciens chefs de la police, Ramazan Akurek et Ali Fouad Yilmazer, sont condamnés à la détention à perpétuité par un tribunal d'Istanbul, ainsi que deux anciens gradés de la gendarmerie, Yavuz Karakaya et Muharrem Demirgal. Selon l'accusation, ils n'ont pris aucune mesure pour empêcher l'assassinat, bien qu'ils étaient informés du projet. La justice turque poursuit l'enquête jusqu'à aujourd'hui sur les commanditaires de l'assassinat de Randin. Sont en particulier soupçonnés donc Erhan Tunçel, un ancien informateur de la police, et Yasin Ayal. Les véritables commanditaires seraient des membres haut placés dans l'appareil d'État. L'assassinat de Randin obtient une libération conditionnelle, l'assassin, pour bonne conduite, vous vous rendez compte, en novembre 2023. Cette décision conduit à des réactions indignées dans l'opposition turque. Özgür Özel, le dirigeant du Parti républicain du peuple, CHP, déclare « Il y a 17 ans, ils ont tué une colombe et depuis, quelqu'un a relâché un tueur de colombe. Les responsables de ce meurtre n'ont toujours pas été jugés, ni les donneurs d'ordre, ni ceux qui ont choisi un mineur pour tuer. La partie sombre et profonde du pouvoir est toujours là. » Donc, en fait, pour nous, rendre hommage aujourd'hui, le 19 janvier, le 18 janvier, puisqu'on est dimanche, mais le 19 janvier, et lier cet hommage au 106e anniversaire de l'indépendance de l'Arménie occidentale,
Pour nous, c'était fondamental. Et à ce titre, je voulais donc tous vous remercier de votre assiduité, de votre présence parmi nous aujourd'hui. Voilà. Si vous avez... Oui, oui, tout à fait. Alors, chers amis, tout d'abord, je vous remercie d'être présents ici à l'occasion du 106e anniversaire, donc de l'anniversaire de notre État, de la reconnaissance de notre État. C'est quand même un moment important. C'est un moment important de plusieurs points de vue. Il est historique, il est politique, il est juridique et il est vital pour nous. Pourquoi? Parce que tout de même, il y a une certaine forme de falsification de l'histoire à avoir invisibilisé donc la reconnaissance de tout un État. C'est-à-dire que pendant plus d'un siècle, bon nombre d'Arméniens de la diaspora eh bien, ont vécu pensant qu'il ne restait plus qu'une petite Arménie, donc réduite à environ 30 000 km², se situant donc là-bas dans les confins de l'Arménie orientale. Eh bien non, parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a un plan de démantèlement de nos territoires. Et lorsque vous regardez nos territoires, il y a effectivement une parcellisation qui est faite. Vous voyez comment nos territoires ont été démantelés par le Nakhitchevan, par l'Arménie occidentale, par le Javar, par l'Artsakh dernièrement. Donc, il faut bien se rendre compte que les Arméniens qui vivent dans ce qu'on appelle la diaspora sont en réalité des Arméniens en exil de leur terre. Ils sont privés de leur terre qui est sous occupation. Alors, nous avons un État reconnu qui est effectivement l'Arménie de 1920 et dont nous sommes les représentants continuateurs qui s'appelle l'Arménie occidentale. Alors, cet État, il est sous occupation. Il n'empêche que, néanmoins, c'est un État qui existe et qui a été reconnu juridiquement. Alors, nous sommes pour le droit international, pour que s'applique le droit international. Certains des dirigeants du monde veulent bafouer le droit international. Et bien, effectivement, s'ils veulent le bafouer, nous irons dans l'ère de la barbarie. Pour nous, les discussions multilatérales restent néanmoins très importantes. C'est la raison pour laquelle nous intégrons l'ensemble des organismes multilatéraux donc, et qui nous accueillent favorablement. Alors aujourd'hui, pas en tant qu'État avec un siège permanent à l'ONU, certes, pas pour le moment, mais il n'empêche que nous siégeons en tant que peuple autochtone et les peuples autochtones ont des droits reconnus par une déclaration que l'ensemble des États du monde ont voté. Et c'est quoi ce droit? C'est le droit d'avoir donc l'accès à son territoire. Alors, c'est un principe que nous avons mis en place et par le biais de la déclaration de 2004, qui est une déclaration à l'autodétermination. Alors, c'est quoi cette autodétermination? C'est le droit de savoir ce que nous voulons pour nous-mêmes. Eh bien, il est clair ce que nous voulons pour nous-mêmes. Nous voulons continuer à exister sur nos terres ancestrales. Sans quoi, eh bien, il y aura un phénomène d'assimilation forcée, donc dans le cadre des pays dans lesquels nous vivons, où nous perdons eh bien, l'ensemble du fil de nos traditions, de nos connaissances et de nos savoirs. Alors, c'est un acte de résistance, mais c'est surtout un acte de reconstitution nationale que nous vous proposons aujourd'hui. Fêter le 116e anniversaire de la reconnaissance de notre État d'Arménie occidentale, c'est un acte de résistance pour tous ceux qui, dans le monde, veulent continuer à exister en tant qu'Arméniens d'Arménie occidentale, qui veulent continuer à perpétuer ces traditions, qui veulent continuer à parler notre langue. Voilà, donc c'est un rendez-vous très important. Je le regrette. La parcelle qui concerne la République d'Arménie orientale n'est pas une parcelle restante pour le monde arménien, comme on a voulu nous le présenter. Non. Les Arméniens sont dépositaires et se doivent de comprendre qu'ils ont un État qui est reconnu, mais qui est sous occupation. Alors, vous savez, aujourd'hui, des États qui sont tout partis sous occupation.
Il n'empêche qu'ils continuent d'exister. Voilà, donc c'est cette petite annotation que je voulais vous proposer maintenant. Nous allons maintenant nous immerger dans l'Arménie occidentale, dans son patrimoine. On va vous présenter effectivement qu'est-ce qui constitue en réalité votre être, quels sont tous les éléments fondateurs de ce qui constitue votre existence, ce à quoi vous devez vous renouer pour continuer à présenter donc vos droits et devant le monde entier, ce à quoi nous nous attelons pour que la dignité de tous ceux qui sont morts pour notre nation eh bien, soit effectivement honorée, mais aussi pour que les jeunes générations comprennent aussi qu'il y a un combat à mener, parce que finalement, être arménien, c'est livrer un combat, et ce combat, c'est le combat de la dignité à vouloir vivre sur nos terres ancestrales. Voilà. Sans quoi, bien évidemment, on fermera la dernière page de la nation arménienne. Mais pour nous, ce n'est pas ça. Pour nous, c'est continuer à exister, nous reconstituer en tant que nation qui a trop été bafouée dans tous ses droits, et nous sommes là pour les appliquer. Voilà, je vous remercie. Merci. Alors, quand on parle de Malatya, et nous avons le plaisir que M. Nalbandian est présent avec nous, le président de l'association de Malatya, on parle aussi de Nemrut. On ne peut pas séparer Malatya de Nemrut. Il faut comprendre que Nemrut se trouve à proximité. Alors, Nemrut, c'est un centre très ancien des anciennes croyances arméniennes. Il faut bien comprendre que les Arméniens existaient avant l'adoption du christianisme. On est d'accord, on est bien d'accord sur l'historique. Donc, il faut bien comprendre qu'on se doit aussi d'étudier qu'est-ce qui existait avant l'adoption du christianisme. Et particulièrement, donc tout à l'heure, je vous ai parlé d'Anaïde, et là, dans on va dire le monument de Nemrut, on retrouve Anaïd, on retrouve Aramast, on retrouve Vahagon. Alors, il faut bien comprendre que même si ces divinités sont, on va dire, des structures, des sculptures, des monuments, il faut bien comprendre qu'on parle d'énergie. On ne parle pas ici seulement, on va dire, d'une statue. La statue, elle est là pour représenter physiquement, on va dire, une image. Mais en vérité, chez les Arméniens, on parle d'énergie. Hein? Aujourd'hui, on est quel jour? Dimanche. Ah, et en anglais, c'est Sunday. Et c'est quoi Sunday? C'est le jour du soleil. On parle d'énergie. Alors, est-ce qu'ils ont copié sur nous ou pas? Mais il faut bien comprendre que toutes ces divinités arméniennes, vraiment arméniennes, qui se sont diffusées à travers tout le Moyen-Orient, représentaient des centres d'énergie, ne représentaient pas seulement, ce n'est pas de l'idolâtrerie ou uniquement des statues. D'accord? Donc, on retrouvera dans le patrimoine arménien toutes ces énergies en permanence, et les anciens Arméniens, on les appelle comme ça, ceux qui étaient arméniens à l'époque de Dikran le Grand ou même bien avant, on les appelle les anciens Arméniens, ont toujours préservé ces traditions d'étude des énergies. Ça, c'est important. Vous voyez, on n'essaie pas seulement d'extérioriser la croyance, on essaie d'intérioriser la croyance. C'est-à-dire, par exemple, on s'est retrouvé à la messe et on a prié. Quand on prie, on extériorise, on attend de l'extérieur. Alors que dans les anciennes traditions arméniennes, on vient chercher à l'intérieur. Et dans tous les cas, ça forme un équilibre. Il faut les deux, on va dire. Le parallèle entre alors, exactement. Elle a bien fait, donc, Madame Mavesson, de me rappeler.
il faut bien comprendre que nous, en arménien, on dit giragi Au dimanche. pour dimanche. Mais en vérité, ça vient de Gerag, Geragi. Du feu. Ça vient du feu. Giragi, ça vient de Geragi. Donc, si vous voulez, on retrouvera comme ça, quand on commence à étudier, bon, là, on vous donne quelques aperçus, mais quand on commence à étudier, on retrouve un sens à tout. C'est ça le plus important. C'est de retrouver ce sens. Et quand on parle arménien aujourd'hui, pareil, on parle une langue qui était parlée 10 000 ans avant, par les Russes. Donc, si vous voulez, ce qui compte, c'est le phénomène. C'est vrai que on peut ne pas avoir appris l'arménien, on peut ne pas parler l'arménien, mais c'est bien de comprendre pourquoi il faudrait parler l'arménien. En fait, est-ce que parler l'arménien, c'est uniquement une façon de communiquer entre nous, ou c'est une communication beaucoup plus large avec la nature? Vous savez, la caractéristique d'un autochtone, c'est quoi? La caractéristique d'un autochtone, c'est de pouvoir communiquer avec la nature. Alors vous allez dire, moi j'ai essayé, ça ne marche pas. Hein, il y en a certains, hein, les Indiens, ils faisaient des cérémonies pour apporter la pluie ou des choses comme ça. Donc, il faut comprendre que les Arméniens avaient aussi une technique pour communiquer avec la nature. En fait, vos pensées sont des énergies. Vos pensées, aujourd'hui vous êtes là, vous pensez en tant qu'être humain, ce sont des énergies. Et ces énergies, elles atteignent des objectifs et elles reviennent vers vous. Donc c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut avoir des pensées positives. Pourquoi on vous dit qu'il faut avoir des pensées positives? C'est pour avoir ces énergies positives. Parce qu'elles reviendront vers vous, ces énergies positives. Donc simplement, c'était une parenthèse. Dans les anciennes croyances arméniennes, avant le christianisme, on retrouve tous ces parallèles-là qui viennent de l'intérieur, qui viennent non pas de l'extérieur, lorsqu'on parle, par exemple, de Jésus-Christ et des apôtres, etc., on a l'impression, et c'est peut-être qu'une impression, que ce sont des éléments, des êtres extérieurs. C'est pas sûr, hein? Ça demande une réflexion. Mais il faut savoir que dans les anciennes traditions arméniennes, on faisait plus un travail sur l'intérieur. Pour vous donner un exemple, un dernier exemple, le symbole que vous voyez, donc enlevé en arrêt, le soleil infini, entouré par une étoile à 8 branches, mais ça aurait pu être une étoile à 6 branches, j'y reviendrai si vous voulez. Il faut savoir que ces étoiles-là, elles correspondent à 8 niveaux de l'être humain. On les retrouve dans les chakras, dans les autres croyances, mais elles sont issues des croyances arméniennes avant le christianisme. D'accord? Donc, par exemple, l'étoile à 6 branches chez nous, on peut retrouver, par exemple, mais qui existait bien avant. Chez nous, on peut retrouver donc chez les Israélites, c'est l'étoile d'Anaïd. Bet Amguni Hastre, Anaïdi Astre, Voch Yagam, Amichadas. Ça aussi, il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses. Je vous ai expliqué le coup du drapeau de la Géorgie. Il y a beaucoup de choses qui ont été récupérées par d'autres. Et c'est là que je veux vous transmettre un message. Nous gardons ce qui nous appartient. Alors, je vous donne un exemple. Les broderies de Antalya, donc de Cilicie, ont été inscrites à l'UNESCO comme broderie turque. Donc, à quoi sert le gouvernement d'Arménie occidentale? Ben, il sert à envoyer un dossier complet à l'UNESCO en expliquant qu'il faut reprendre cette inscription et il ne faut pas inscrire la broderie arménienne d'Antalya comme broderie turque. C'est une broderie arménienne.
et bien entendu en correspondance avec toutes les conventions internationales. Et on aura l'occasion, dans le cadre de l'ONU, puisqu'on travaille sur l'ONU, de rencontrer parce que bon, j'ai envoyé ça le 25 décembre, le jour de, hein, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, je n'ai pas eu encore de retour. Mais je vais avoir un retour. Et si je n'ai pas le retour, eh bien, je vais directement voir les représentants de l'UNESCO à l'ONU pour pouvoir, justement, changer. Il faut absolument que cette situation soit changée. Il n'est pas question que les anciennes broderies arméniennes vantables soient inscrites au nom d'une broderie turque. Donc, comprenez-moi, on se complète dans le travail, on se complète dans nos actions, dans l'organisation d'une conférence, dans l'organisation d'un 24 avril, d'une commémoration, dans des écrits, des messages, des rapports ou des dossiers qu'on peut envoyer à l'ONU, dans nos participations contre les instances internationales qui ne vont pas respecter, qui ne respectent pas la réalité des choses. Et on va encore plus loin. Le gouvernement d'Arménie occidentale va encore plus loin. C'est lui qui a pris en charge les plaintes en direction de la Cour européenne des droits de l'homme pour les Arméniens d'Alsace. Nous avons plus de 100 plaintes actuellement. Les Arméniens d'Alsace représentent 150 000 personnes. On peut considérer 5 personnes par famille. Ça fait 30 000 familles. Il aurait fallu que je puisse envoyer 30 000 plaintes à la Cour européenne des droits de l'homme. J'en ai envoyé que plus d'une 110. Elles ont toutes été prises en compte. Il faut bien comprendre qu'au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme, en général, dans l'année, elle reçoit 25 000 plaintes. Sur les 25 000 plaintes, il y en a 5% qui sont retenues. Nos plaintes vis-à-vis des Arméniens d'Alsace font partie de ces 5%. Donc voilà à quoi sert un gouvernement d'Arménie occidentale. Il sert à défendre vos droits. Je veux vous remercier et on va passer à une autre petite cérémonie. Bon, merci beaucoup. Ouais. Hein? Alors, des questions. Ah oui, 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 bien entendu. Bien entendu. Avec? Alors, il faut bien comprendre que les Hamchen sont des Arméniens qui font partie de l'Arménie occidentale. Donc, ce sont donc nos citoyens aujourd'hui. Donc, on a parmi les Hamchen des gens qui sont députés de l'Arménie occidentale. Donc, ils ont leur représentation dans notre Parlement. Donc, on a des relations directes. Il faut voir l'aspect des choses un peu différemment. On n'est pas de personne à personne seulement. On est de système à système. Les Hamchen, ils doivent être représentés chez nous, comme les Arméniens de Dersim, comme les Arméniens de Malakia, par exemple, comme tous les Arméniens de toute l'Arménie occidentale, ils doivent avoir des députés en notre sein. Et ils doivent être informés de tout le travail que l'on fait, et eux-mêmes doivent nous informer des problématiques de nos populations. Donc, voilà le type de rapport qu'on a. Le développement, la réarménisation des Arméniens de Hamchen, elle a eu lieu déjà depuis une vingtaine d'années. C'est-à-dire, plus ça va, plus les populations arméniennes, on ne dit plus les Hamchensis seulement, on dit les Arméniens de Hamchen, qui sont en réalité les Arméniens du pont. Parce que le Hamchen, c'est le pont. C'est-à-dire le pont des Pontiques, des Grecs pontiques. En fait, les Grecs pontiques, puisqu'ils se sont déplacés, ils sont partis vivre en Grèce, pour une partie d'entre eux, accompagnés par les Arméniens du pont, qui étaient chrétiens. Les Arméniens de Hamchen, du pont, une partie ils sont partis en Grèce, l'autre partie ils sont partis en Abkhazie. Eh oui. Et ils sont restés
ou à Yazdan. Et sont restés donc à Hamshen-au-Pont les Arméniens islamisés. Et les Arméniens islamisés sont en train de se réarméniser en gardant leur croyance. La question, elle n'est pas de changer. Alors, ça, c'est important. Notre travail à nous ne consiste pas à chercher à changer les croyances de nos populations. Notre travail à nous consiste à mettre en avant, à renforcer la culture arménienne, les anciennes traditions arméniennes, la cuisine arménienne, les savoir-faire et les savoirs traditionnels arméniens. C'est ça. Et à mon avis, c'est le meilleur chemin pour pouvoir renforcer notre arménité. Alors, un petit choix avec nous. politique ottomane, et non partagée comme la religion, parce que l'ottoman, les politiques comme le peuple religion. Si on a un peuple autochtone, pas notre religion, notre nation, notre terre, on ne peut pas partager comme la religion, par exemple. Si l'islamisé, il n'est pas vraiment aussi islamisé, c'est la politique, avec une telle version, etc. Tout à fait. On a commis notre peuple sur le terrain. Comme arménien, on ne peut pas dire que vous êtes arménien, que vous n'êtes pas chrétien, catholique, orthodoxe, comme ça partagé. En fait, c'est quand même le jeu du gouvernement, par exemple turc, de diviser la population arménienne. D'ailleurs, dans les statistiques, les anciennes statistiques, dans les années de 1894 à 1923, on divisait, il y avait la population musulmane, et il y avait la population chrétienne. Mais nous, on savait très bien que dans la population musulmane, il y avait aussi une grande partie d'Arméniens. Mais ces Arméniens-là n'étaient pas comptabilisés dans les statistiques comme Arméniens, ils étaient comptabilisés comme musulmans, c'est-à-dire en gros comme Turcs. Bon, oui, je vous en prie. Avec les compagnies arméniennes d'origine arménienne sur l'Arménie occidentale, quelles sont les relations des pays avec elles? Qu'est-ce qu'elles attendent de Et là, vous avez soulevé quand même une problématique de la religion. C'est intéressant de voir que les personnes qui sont d'origine occidentale, c'est un jour qu'on pouvait penser à une réunification de l'Arménie orientale et occidentale. Ça pose quand même la problématique de la religion, qui est même la base aussi des arméniens. Donc, voilà, il y a quand même des questions qui se posent sur très intéressant. C'est très intéressant, je voulais vous remercier. Pourquoi? Parce que, en fait, avant le christianisme, on avait donc les anciennes religions, les anciennes croyances, plus que religion, c'était plus des croyances. Hein. Et en fait, on retrouve ces anciennes croyances chez les Arévis, aujourd'hui. Et les Arévis, ils sont 20 millions en Arménie occidentale. Rien que les Arévis, hein, je ne parle pas des Arméniens islamisés, kurdisés, etc. Rien que les Arévis, ils sont 20 millions. Ensuite, alors, et eux, ils vont rester sur leurs anciennes croyances. Mais nous, on leur explique, avant, eux, ils disaient qu'ils étaient Alévis. Nous, on leur dit, nous, le gouvernement, on leur dit, vous êtes Arévis. Et eux, ils ont accepté. Et ils se disent Arévis. Donc, si vous voulez, c'est là qu'on gagne du terrain. C'est-à-dire qu'on gagne du terrain quand on leur explique, en fait, le pourquoi du comment. Pour les Arméniens islamisés de l'Arménie occidentale, comme notre député, M. Daremian, l'a expliqué, ils sont un petit peu islamisés pas dans leur fort intérieur. Ils vivent autre chose chez eux. Ça ne veut pas dire pour ça qu'il y en a qui vont à la Mecque, etc., qui respectent les 5 prières dans la journée. Je ne dis pas le contraire. Mais ce n'est pas non plus tout le monde. Et donc, ces populations-là, elles recherchent
l'identité arménienne. C'est quoi l'identité arménienne aujourd'hui? Est-ce que le gouvernement d'Arménie occidentale est capable d'être représentatif de l'identité arménienne pour que eux ils puissent intégrer l'intégration, hein, l'identité arménienne et pas la désintégration? Vous reprenez les Hamshen. Ils ont compris, les Hamshen aujourd'hui, les Arméniens de Hamshen, que leur langue est arménienne. Ils n'étaient pas sûrs avant. Et leur barbare de scène. En fait, le mot barbare, il vient du mot barbare arménien, qui est différents dialectes. Hein. Ça aussi, je voudrais, un jour, si vous voulez, on en reparlera. Et donc, les Arméniens de Hamshen, qui sont islamisés, eux ils récupèrent, ils gagnent sur leur identité arménienne. Donc, si vous voulez, il faut bien comprendre que pour eux, par exemple, pour toutes ces populations, si j'ajoute les 20 millions de Harevi, on parle de 40 millions. Hein. Je vous demande franchement d'essayer de prendre conscience que ces 40 millions, pour eux, ils ne comprennent même pas pourquoi les Arméniens sont chrétiens. Inversement. C'est-à-dire, pour eux, ils ne comprennent même pas. Pour eux, s'il y a quelques Arméniens chrétiens, c'est-à-dire 2 ou 3 millions à Yerevan, dans la région de Yerevan, c'est vraiment une goutte d'eau pour eux. Donc, il faut aussi prendre les choses de différentes façons. Je vous demande de faire cet exercice, ce n'est pas évident parce que on a bien entendu, moi-même, hein, je suis né en France, donc je sais très bien comment ça fonctionne. Mais aujourd'hui, il faut bien prendre conscience, et là, je ne parle que des Arméniens d'Arménie occidentale. À cela, je peux ajouter les Arméniens de Syrie, je peux ajouter les Arméniens d'Irak, et vous imaginez, ces populations arméniennes, elles ne s'imaginent même pas que ça peut exister un Arménien chrétien. Vous vous rendez compte? Donc, alors, nous, notre question par rapport à ce que vous voulez, notre problématique, quel est le devenir de ces populations? Et en gros, en vérité, M. Rochebane, s'il vous plaît, je vous en prie, venez nous rejoindre, s'il vous plaît. Alors, notre problématique, c'est quel est le devenir de l'Arménie? C'est ça. C'est-à-dire, est-ce que l'avenir de l'Arménie, c'est sa démographie ou pas? Nous faisons, nous, dans nos familles, 10 enfants par famille. L'Arménie en fait 2, peut-être 3 maximum. Enfin. L'avenir de l'Arménie, c'est l'Arménie occidentale ou pas? Je parle là, dans 10 ans même, hein. 5, 10 ans, 15 ans, c'est demain. Eh bien, l'avenir de l'Arménie, c'est l'Arménie occidentale. C'est vous, ici présents avec nous. Alors qu'est-ce que ces familles attendent? Alors, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'elles attendent? Je vous l'ai expliqué. Elles recherchent l'identité arménienne. Elles veulent retrouver leur identité. C'est tellement ancré au fond. Ce sont des populations comme vous, autochtones. Elles ont subi des transformations, des désintégrations, des assimilations, mais aujourd'hui, elles ont ce sentiment de retrouver l'identité arménienne. Le problème, c'est quoi l'identité arménienne? C'est à nous de montrer les différentes caractéristiques de l'identité arménienne pour qu'ils puissent acquérir cette identité sans complètement se couper, parce qu'on parle de la Turquie quand même, hein, sans complètement, on va dire, aller à l'encontre. On parle de Randing. Randing, son profil, c'est, oui, l'identité arménienne, mais en expliquant aux Turcs que nous ne sommes pas une entité, on va dire, contre eux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est Randing. L'identité arménienne, c'est ce qu'ils cherchent, nos populations.
nos populations, elles ont toutes vécu, vous aussi, elles ont toutes vécu le pire. Elles ont toutes vécu un génocide. Même si aujourd'hui vous êtes un petit peu stabilisé, vous venez, vous, de familles qui ont souffert le martyre. Je vous le dis, même si vous le ressentez plus ou moins ou pas, de toute façon, c'est ancré en vous. Vous venez de familles qui ont souffert le martyre, vous venez de familles qui ont vécu plus de 10 000 ans. 10 000 ans. Vous n'êtes pas des nouveau-nés en tant qu'être humain. Vous êtes le sommet de 10 000 ans d'existence aujourd'hui, chacun d'entre vous. Et vous n'avez pas changé systématiquement votre système ADN, votre système ethnographique, etc. Et vous êtes sensible. C'est-à-dire que quand il y a une musique arménienne, quand il y a une danse arménienne, quand il y a un son qui vous rappelle au fond de vous-même votre pays, etc., tout de suite, vous êtes sensible. Même si vous ne le comprenez pas systématiquement. Eh bien, les populations arméniennes en Arménie occidentale, c'est exactement comme vous. Elles ont besoin de se retrouver. Donc, c'est ce qu'elles nous demandent. Et quelles sont nos relations avec elles? Je vous l'ai déjà dit, nous avons des députés directement qui viennent de là-bas, qui sont issus de là-bas. C'est-à-dire que ces populations ont, parce que eux, pour être députés, ils sont obligés d'être élus par leur population. Un certain nombre de voix, ils doivent obtenir pour ensuite les représenter. Donc, ces personnes-là sont issues de ces populations-là et elles représentent ces populations au sein du Parlement de l'Arménie occidentale. Oui, bien sûr. Voilà. Alors, toujours pour corroborer à votre question, madame, il faut bien comprendre que toute cette période génocidaire, nos populations ont subi un plan d'assimilation forcée. Et dans ce plan d'assimilation forcée, il y a eu une islamisation. Mais ces populations savent aussi très bien que même en se convertissant à l'islam, eh bien, ça n'a pas empêché le génocide de se produire. Donc, en réalité, après toute cette phase de génocidaire, qui en réalité a pour seul but que l'Arménie occidentale, c'est-à-dire l'État d'Arménie occidentale, n'existe pas. Tout est mis en œuvre depuis des décennies, depuis plus d'un siècle, pour que l'État d'Arménie occidentale soit complètement invisibilisé. Comment on abat un État? On l'abat par massacrant sa population, en la génocidant, en démantelant son territoire. Le dernier cas donc en vigueur est celui de l'Artsakh. Et alors pourquoi, petite parenthèse, nous défendons donc les droits de la population de l'Artsakh? Parce que lorsque l'Arménie de 1920 a été reconnue, c'était aussi sur le territoire de l'Artsakh. Et donc nous sommes dépositaires des droits de cette population qui nous a donné mandat pour les représenter au niveau juridique. Je ne sais pas si vous prenez toute la mesure de ce que j'avance ici. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la population de l'Artsakh a officiellement donné mandat au gouvernement de l'Arménie occidentale dont nous sommes pour les représenter devant toutes les instances juridiques. Parce que l'Arménie de 1920 comportait à l'intérieur de son territoire l'Artsakh. Alors, nous avons eu quand même une frontière établie au niveau international par le biais de l'arbitrage de Wilson, d'une sentence arbitrale. Donc là, c'est une frontière officielle. Mais effectivement, la frontière orientale reste à définir. Donc nous, par rapport à ces populations, madame, ces populations, on sait très bien que lorsqu'un État est colonisé, qu'il est occupé, que tout est mis en œuvre pour le diviser, que ce soit au niveau des partis politiques, que ce soit au niveau des religions. Donc, nous n'avons pas de leçons à donner à ces populations qui, en réalité, ont conservé les traditions bien plus que les nôtres. Simplement, ils veulent vivre en tant qu'Arméniens, en tant qu'identité arménienne, et nous sommes là en appui de ces populations, tout comme nous sommes en appui de toute notre population dans le monde pour recouvrer nos traditions, nos langues, nos savoirs, nos connaissances. Je veux dire, c'est vrai qu'il est bien beau de pouvoir surfer sur
Facebook en dénonçant l'appropriation illicite de la broderie arménienne. Mais à un moment donné, eh bien, il faut prendre le stylo et présenter un dossier aux instances internationales en disant que voilà, écoutez, la broderie arménienne fait l'objet d'un plan d'appropriation illicite et nous sommes là pour le dénoncer et pour appliquer effectivement tous ces droits qui nous sont spoliés. Et c'est la raison pour laquelle aussi nous œuvrons au sein de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, nous, Conseil national d'Arménie occidentale, organe politique, mais aussi organe étatique, pour dénoncer effectivement l'appropriation illicite de notre patrimoine sur lequel la Turquie fait des milliards sur le dos des Arméniens d'Arménie occidentale. Vous avez montré, Monsieur le Président, tout à l'heure, la photo du site de Nemrut. Donc, c'est quand même des milliards en termes de sites touristiques. Donc, on a des pans entiers de notre territoire sous occupation, mais aujourd'hui, nous disons stop. Alors, effectivement, par un malheureux concours de circonstances, mais qui est tout à fait compréhensible, nous commémorons aujourd'hui la mémoire de Hrant Dink qui a été assassiné un 19 janvier, qui correspond précisément à la date de reconnaissance de notre État. Y a-t-il un hasard à cela? Eh bien non, parce qu'en assassinant Hrant Dink, qui est un autochtone, tout comme nous sommes nous, des autochtones en Arménie occidentale, mais aujourd'hui en exil, eh bien, eh oui, c'était une atteinte à l'État d'Arménie occidentale, à cet État dont on génocide la population, dont on démantèle le territoire et dont le gouvernement pourtant existe et qui aujourd'hui encore lève la voix. Voilà, je vous remercie pour cette petite note. Merci beaucoup. Donc, j'espère qu'on a pu répondre. En fait, je vais vous dire, la question posée par Madame nécessite même une conférence. Et donc, ça sera avec plaisir qu'on reviendra pour rentrer dans tous ces détails, parce que, bon, on a soulevé la question de la sentence arbitraire de Wilson. J'aimerais bien un jour vous expliquer en quoi consiste cette sentence arbitrale et quelle est l'importance d'une frontière internationale pour l'Arménie occidentale. Aujourd'hui, c'est aussi un moment très particulier parce que on va remettre, en fait, on voudrait honorer, en fait, on voudrait honorer des personnalités qui ont consacré leur vie, une grande partie de leur vie en tout cas, une bonne partie de leur vie, si je puis dire, à la défense des droits des Arméniens, à la défense de leur mémoire, à la défense de leur histoire, et à travers toutes les instances en France. Et particulièrement, et je pense que vous serez d'accord avec moi, je voudrais appeler M. Rochedouane, M. François Rochedouane, s'il vous plaît, M. Rochedouane. M. Rochedouane, j'ai eu le plaisir d'étudier en détail votre rapport sur la question de la reconnaissance du génocide. Alors, en France, on dit le génocide arménien, mais vous savez très bien qu'un crime de génocide ne peut pas être arménien. Donc, pour nous, on ne dit pas génocide arménien, mais le génocide des Arméniens. Et le combat que vous avez mené un combat avec vos armes, avec votre savoir-faire, avec vos capacités. Et vis-à-vis de la République d'Arménie occidentale, nous vous sommes grés de ce travail que vous avez pu réaliser. Et permettez-moi, donc, au nom de l'Arménie occidentale, de vous remettre votre citoyenneté d'honneur. Merci. Je voudrais simplement, si vous me permettez, vous remercier de cette distinction, mais mon combat pour l'Arménie a été commencé dans mon élection en 1988, des années de cela, et là, je me suis inscrit tout naturellement à l'Assemblée,
groupe d'études sur la question arménienne. Tout à fait. L'Arménie n'était pas indépendante, c'était et le président, c'était mon ami René Rouquel, le député maire d'Alphaville à l'époque. Donc, le groupe d'études sur la question arménienne n'était pas encore indépendant. Et puis sont arrivés les pogroms de Sungai, Québec. Ils sont venus me voir, 3 jeunes et qui m'ont, un samedi après-midi, on a passé plus de 2 heures ensemble. Ils m'ont fait vraiment, Arménie, moi je connaissais les petits Arméniens, puis j'étais allé à l'école avec les petits Arméniens, ils sont devenus des amis, bien sûr, et c'est eux qui m'ont fait connaître réellement, elles qui m'ont fait vraiment, réellement prendre conscience, et qui m'ont fait aimer l'Arménie. Et j'en suis très fier d'avoir fait ce que j'ai fait, je l'ai fait comme mon devoir. Merci toutes celles et tous ceux du Saint-Chameau, au-delà du département d'Avoir, qui m'ont aidé dans cette démarche. Et c'est vrai que j'étais très fier d'avoir été le rapporteur de la loi sur la reconnaissance du génocide. Et ça, c'était un grand moment. Et puis, bon, tout simplement. Mais tu as parlé de l'Artsakh, pardon, avec les vœux, c'est difficile en ce moment. Et comme vous avez parlé de l'Artsakh, c'est du Machar Artsakh. Merci. Merci. Merci à vous. Donc, je voudrais aussi, alors, j'ai le plaisir et l'honneur d'appeler M. Pico Nalbandian, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Alors, cher Pico, c'est pas évident d'être président de l'association de Malatia à Saint-Chamond. Ça a une dimension un peu quand même un peu particulière. C'est-à-dire que vous essayez de, bon, parce qu'il y a aussi une population sûrement de Malatia, mais parce que vous essayez de faire le lien entre un passé et un futur. Et vous êtes le lien entre ce passé et ce futur. Et donc, permettez à l'Arménie occidentale de vous donner cette citoyenneté d'honneur. Vous méritez la citoyenneté normale, mais c'était une citoyenneté d'honneur pour vous montrer le travail qui a été fait entre ce passé et ce futur des Arméniens. Merci, monsieur. Merci. Mais on est pas un petit peu, c'est pas un grand ça. Le Sakmouf. Et cette continuité, c'est un état, on reste arménien. Et j'aime aussi l'idée arménienne. J'ai celle-là maintenant. Je suis problème, c'est tout. Mais bon, j'ai fait que moi voir l'arménien que le temps d'arrêt français. Et je souhaite à tout le monde de faire la même chose. Bon, on verra bien un petit peu ce que vous avez dit tout à l'heure. Le problème, c'est qu'on n'a pas de jeu. Bon. Alors, est-ce qu'on a loupé quelque chose? C'est difficile. Alors, Malatia, c'est bien, c'est charmant. On avait une époque, on disait que 60% de la population était Saint-Germain et Malatiatique, une dernière année. Et toutes les associations Malatiatique de Lyon, Marseille, Valence, Romont, Paris, ont pratiquement disparu. Non, Valence, c'est et Saint-Germain. On va disparaître aussi. On va travailler pour changer la donne. J'espère. On est dans ce processus de reconstitution nationale. J'espère. Alors, je voudrais appeler Alain Palandian. Père Alain. Alors, l'Arménie occidentale a 3 médailles.
l'Arménie occidentale a l'épée d'Arménie. L'épée d'Arménie qu'on remettra aussi le 24 janvier à Valence, au vice-président donc, de l'Association des anciens combattants, mais j'y reviendrai si vous voulez sur cette question-là. Parce qu'on a plusieurs associations d'anciens combattants qui se regroupent autour de l'Arménie occidentale pour porter les couleurs de l'Arménie occidentale dans les cérémonies patriotiques. Et Alain, cette année particulièrement, a fait un acte un petit peu, on va dire, exceptionnel, c'est qu'il a défendu les couleurs de l'Arménie occidentale le 11 novembre, donc dans une cérémonie, une très grande cérémonie qui a eu lieu au Parc de la Tête d'Or, donc à Lyon. Et pour nous, si vous voulez, c'était une avancée. C'est une avancée parce que la couleur de l'Arménie occidentale, remerciée par toutes les autorités donc, présentes sur Lyon, préfecture, etc., avec des messages particuliers qui ont été transmis à notre porte-drapeau. Donc, ça montre l'intérêt aussi que portent nos politiques en France à la question de l'Arménie occidentale. J'en veux aussi pour M. Wauquiez qui, devant Agoris, devant l'Artsakh, a rappelé la question des Arméniens d'Artsakh en faisant le lien avec l'Arménie occidentale. Il y a un enregistrement sur cette question-là. Donc, M. Palanchian, toutes mes félicitations pour cette médaille de l'épée d'Arménie. Avec son Félicitations Alain. Si tu veux dire un petit mot. Écoutez, c'est grâce à vous, parce que sous votre soutien, je n'aurais pas pris cette initiative, ça n'a pas marché. Et là, j'ai été bien accueilli à Lyon par tous les élus, les sénateurs, Étienne Blanc. Oui, alors effectivement, c'était un drapeau nouveau Ah oui, alors, à la cérémonie. cela a suscité vraiment ce drapeau une curiosité extrême. Je pèse mes mots parce que et vraiment, ils vont tous apprécié. Et à chaque fois, donc à chaque salon, j'ai pu expliquer brièvement, succinctement, le pourquoi, voilà, ce qu'il représentait. Et beaucoup ignoraient vraiment la légion arménienne. Donc pourquoi le 11 novembre? Parce que le 11 novembre, pour nous, il y a eu une légion arménienne. Il n'y a pas eu que Verdun, ni le chemin des dames. Il y a eu le front du Levant qui a été souligné par M. Pérez, qui est donc le vice-président porte-drapeau du Lyonnais. des porte-drapeaux du Lyonnais, qui a souligné cette action de la France, donc de l'armée d'Orient, et du front du Levant. Voilà, il a précisé le front du Levant, parce qu'il était pas. Donc là, nous sommes en contact avec toutes les associations. Dont l'association des porte-drapeaux du Lyonnais, justement, pour améliorer des connaissances qui sont en manque, effectivement, de connaissances de partout. Donc c'est vrai que c'est un honneur de pouvoir participer aux cérémonies patriotiques en France. Nous sommes déjà partie prenante sur toute le front du méridional. Et effectivement, nous allons également nous retrouver à Valence la semaine prochaine, puisque l'une des plus anciennes associations d'anciens combattants d'Arménie occidentale, puisque c'était des rescapés du génocide des Arméniens, eh bien, continue à faire cette œuvre. C'est important parce que c'est aussi la compréhension du fait que lorsqu'on prend l'exemple de Manouchian, eh bien Manouchian, lorsqu'il a vu l'occupation de sa terre en Arménie occidentale, puisqu'il était natif d'Adiaman, eh bien, il a expliqué à l'époque aux autorités françaises qu'il ne voulait pas revivre ce qu'il avait vécu pour sa nation, pour son État, ce que la France pourrait vivre aussi, c'est-à-dire un état d'occupation. Alors, c'est vrai que l'occupation française qui a eu lieu en France donc, a été un temps de l'histoire
Et nous œuvrons pour que l'occupation qui a lieu actuellement en Arménie occidentale soit aussi qu'un temps de l'histoire. Je vous remercie et félicitations à vous. Alors, je voudrais appeler. Alors, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir aussi des jeunes. Donc, vous aimez dans le ciel, il y a eu la sainte Médée, quoi. Alors, nos jeunes, vous savez, en fait, le combat que l'on mène, c'est un combat sur la durée quand même. Et donc, la durée, beaucoup le savent ici, ça demande quand même qu'on ait des jeunes générations qui viennent appuyer le travail que l'on fait. Et là, on a la chance que ces jeunes soient motivés. Ce sont des jeunes, mais ce sont des gens aussi qui ont servi en Alsace. Ce sont des gens qui se sont battus toute leur vie et aujourd'hui se retrouvent en France. Mais ils poursuivent ce combat. Il faut savoir que nous remettons aussi la carte d'identité de l'Arménie occidentale, que vous voyez ici. Alors, cette carte d'identité, c'est une carte qui peut les aider parce que nos préfectures en France acceptent cette carte-là pour permettre à ces jeunes de mieux s'intégrer ici. Pour vous comprenez ça, ça a fait l'objet de plusieurs demandes. On a eu par exemple des jeunes qui devaient s'inscrire à l'université. Ils n'avaient aucun papier sur eux. Donc leurs avocats nous ont sollicité pour leur donner la carte d'identité d'Arménie occidentale, précisant qu'ils sont arméniens. Et grâce à cette carte d'identité, ils ont pu s'inscrire à l'université et passer leur diplôme. Donc il faut comprendre l'importance de l'Arménie occidentale en France. Si vous voulez, j'y reviendrai plusieurs fois. Et là, donc, Aramanoukian, alors, évidemment, Aramanoukian, il a été pasteur. Je me la roche. Arthur Agoukian, ton adresse que tu as fait cette demande et puis que, en fait, tu as voulu te réinscrire, réinscrire ton identité par rapport à l'Arménie occidentale, reprendre, ressaisir tes racines. Et je te souhaite véritablement une bonne continuation par rapport à tout ça. Arthur, sur l'attaque à la société. Kevot, Kevotian, donc particulièrement Kevot a voulu préciser qu'il est de Van, il est Vannessi, et je pense qu'il a raison. Vous savez, tous les Arméniens ne savent pas d'où ils viennent d'Arménie. Et aujourd'hui, le fait que Kevot nous dise, moi je suis Vannessi, ça a une grande signification pour nous. Donc, j'ai aussi Stéphane Agoukian. Oui, désolé, il a eu des problèmes de santé, il n'a pas pu nous accompagner. Mais... Donc, écoutez, vous lui transmettrez. Alors, Stéphane, particulièrement, il est du Nakhichevan. Et vous savez, pour nous, l'importance que relever le Nakhichevan. Et vous savez très bien que les Azéris, les Azerbaïdjans, fait tout pour détruire, enfin, ils ont pratiquement tout détruit au niveau donc, du patrimoine arménien en Afrique centrale. Je le remettra. Donc, félicitations. Ces citoyennetés, il faut bien comprendre que ce sont des actes, des mécanismes de reconstitution nationale. Alors, j'ai le plaisir de transmettre aussi une personnalité chez nous, c'est Gagit Patevosian. Gagit Patevosian, donc, il a demandé la citoyenneté de l'Arménie occidentale. Il est basé en Allemagne. Et c'est une personnalité parce qu'il travaille tous les jours pour pouvoir justement appeler les jeunes, appeler la jeunesse
C'est une personnalité, dans ses interventions, il réunit 25 000 personnes sur une heure de travail. Donc, on a là un potentiel pour pouvoir justement intéresser la jeunesse, qu'elle se pose des questions, qu'elle puisse retrouver, on va dire, non pas là, on ne cherche pas systématiquement seulement une stabilité, mais en tout cas des références. Tout à l'heure, on parlait de l'identité arménienne, on retrouve des références. Alors, j'ai le plaisir d'appeler, alors là aussi c'est particulier, je vais appeler donc Ali Maralian, Ali, si tu veux, nous rejoindre. Alors, Ali Maralian, c'est une personnalité qui vient du Dersim. Dersim, alors je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de visiter le Dersim. Je vous invite à visiter le Dersim parce que c'est vraiment un endroit magnifique au niveau de la nature. On retrouve, en fait, par exemple, moi, je recommande souvent de m'envoyer du miel du Dersim, parce que sans le miel du Dersim, ben, j'ai besoin d'énergie qui vient de là-bas. Donc, vous imaginez pourquoi j'ai la pêche. Hein. J'ai la pêche, spécifiquement. Moi, je suis nourri à l'arménien d'Arménie occidentale. Donc, si vous voulez, c'est important pour nous de pouvoir donner la citoyenneté d'Arménie occidentale à un Arménien de l'Est. Je vous remercie, c'est un très grand honneur, comme l'a souligné notre représentant. Je suis un Araïbi, donc Alibi de Varsity de Rapids. Depuis toute ma jeunesse, j'ai toujours été à la recherche de ma racine. Il se trouve que oui, avec les rails, on partage la même culture en fait, le même esprit, les mêmes origines. Et du fait de mes recherches, j'ai été amené très jeune donc à lier des amitiés avec la Haï et aussi avec ma propre culture donc de Alevi et Alevi, ce qui m'a valu aussi bien en Turquie que surtout ici d'être fiché comme un terroriste. Je suis interdit aujourd'hui d'entrer en Turquie, je suis interdit du territoire, mais mon plus grand rêve est surtout avec ce nouveau document d'y retourner assez rapidement et de mettre le drapeau de l'Arménie occidentale à la maison de mon père qui est décédé à 1 an et qui aujourd'hui repose sur cette terre à Erzincan. Et donc, je suis très honoré. Merci beaucoup. Donc, je vais appeler M. Carlo Antosian. Donc, je vais vous remettre officiellement 2 citoyennetés d'Arménie occidentale que vous pouvez transmettre donc, à Madame Gérani et Pierre Gérani. Ces personnes également. Donc, est-ce que vous avez des questions à nous poser? Est-ce que vous voulez qu'on renforce des points particuliers dans vos explications? Vous avez vécu un moment un petit peu particulier. C'est nouveau peut-être un petit peu. C'est l'Arménie occidentale. Et donc, on va continuer dans ce sens. On va renforcer donc, nos populations. J'ai eu le plaisir donc d'avoir ce témoignage. On a eu le plaisir d'avoir votre témoignage. Il a précisé qu'il était à Lévis, à Lévis. Pour nous, c'est immense. Merci beaucoup. Je transmets la parole à M. Mardelos. Mardelos, la parole à vous. Merci. Je vous remercie beaucoup tout le monde là. Vous êtes bienvenus dans cette conférence.
Vous avez vraiment du honoraire avec M. Rochepoint et je voudrais voir toutes mes connaissances. Merci beaucoup à vous. Alors, vous avez Je vais le remettre. Il y a une personne aussi qui va venir ensuite. Oui. C'est vrai que je vais là-bas. S'il y a des demandes de remplir aussi. Non. Ah, peut-être que Simon, il l'a. Simon, il a. Ouais, Simon, il l'a.